Alors, on passe à notre prochain invité, et ça, c'est un thème que j'aime tellement, la cyber-résilience. Et donc, on va accueillir Benoît Dupont, qui est professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il est aussi le directeur scientifique du réseau intégré sur la cybersécurité. Mais donc, on fait une petite transition, puis on vous revient avec mon invité. Benoît Dupont, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoutez, on a tellement parlé de cybersécurité, du risque de cybersécurité, de cette réalité qui maintenant, on ne sait même plus nous part au bout du nez. Elle est là, elle fait partie de notre vie, mais vous l'abordez d'une autre façon avec la cyber-résilience. Exactement. Alors d'abord, je voulais vous remercier d'avoir invité un universitaire. C'est un privilège rare pour moi de m'exprimer devant une aussi grande audience. Alors je vais abuser du privilège, si vous voulez bien, pour provoquer, mais la provocation ne sera pas gratuite. La provocation est délibérée et j'espère que je ne serai pas le fou du roi à la fin de la présentation. Alors effectivement, moi j'aime bien parler plutôt de cyber-résilience. Je pense qu'on est rendu là parce que je pense que sous la pression de trois paradoxes en cybersécurité, j'ai ma présentation, je pense, qui est prête à démarrer. Alors, trois paradoxes qui, à mon avis, sont en train de précipiter une transition de la cybersécurité, qui auparavant était la sécurité de l'information, auparavant la sécurité informatique, vers la cyber-résilience. Et c'est là que ma provocation va un petit peu, peut-être, commencer à prendre forme. Ces trois paradoxes, c'est quoi ? Le premier paradoxe, c'est, Steve en a parlé un petit peu, mais on est de plus en plus dans un univers de risques cyber qui sont devenus complètement imprévisibles. C'est-à-dire que les procédés traditionnels de la cybersécurité, c'est mesurer, quantifier le risque pour l'anticiper, pour se protéger, mettre en place les mesures de protection. Là, ce dont nous a parlé Steve aujourd'hui, à travers les menaces contre la chaîne d'approvisionnement, par exemple, c'est des attaques que personne n'avait vraiment anticipées, même si Steve nous rappelle que ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années qu'on a documenté les premières, ou 1982, j'étais tout juste né. Mais en fait, c'est des attaques contre lesquelles les mécanismes actuels de cybersécurité ne peuvent pas nous protéger. Par exemple, Kaseya, une seule attaque, une seule organisation de confiance qui, à travers les mises à jour de son logiciel, arrive à infecter 18 000 organisations, dont 400 des plus grosses entreprises américaines, dont toutes les organisations de sécurité nationales américaines. J'ai utilisé Kaseya, mais je sais que vous avez un présentateur de Microsoft plus tard dans la journée. Microsoft aussi a été la victime d'une telle attaque. 30 000 organisations touchées à travers l'attaque contre les serveurs Exchange, plusieurs centaines de milliers d'organisations à l'échelle internationale. Et vous pouvez bien demander à Microsoft quelles mesures de sécurité il prend quand vous essayez de signer un contrat avec eux, mais vous devez quand même faire confiance à Microsoft, c'est bien légitime. Donc on a un exemple où les risques sont complètement démesurés par rapport aux mesures qu'on peut mettre en place pour s'en protéger. Un autre exemple de cette imprévisibilité, ce sont les rançongiciels. Il y a 2-3 ans, les opérateurs de rançongiciels ont complètement changé leur modèle d'affaires pour persuader les victimes de payer. Auparavant, c'est « payez-nous une rançon, on vous rend vos données ». Maintenant, c'est « payez-nous une rançon pour ne pas qu'on divulgue publiquement vos données ». Steve y a fait aussi allusion. Mais là, vous avez beau avoir appliqué tous les mécanismes de sécurité qu'on vous recommande, les sauvegardes froides, conservées tous les jours dans des trucs, dans des containers non connectés à Internet, mais ça ne vous protège pas, ça ne vous protège plus en tout cas. Donc cette imprévisibilité, c'est le premier défi auquel font face les professionnels de la cybersécurité. Le deuxième défi, le deuxième paradoxe, et ça, je vais me réfugier derrière un collègue à moi qui est le directeur technique du Centre national de la cybersécurité anglaise. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il est venu il y a 3 ans à une conférence que j'organisais à Ottawa et il a dit « La cybersécurité aujourd'hui, les vendeurs de cybersécurité, c'est exactement comme la sorcellerie médiévale. » Qu'est-ce que faisaient les sorcières au Moyen-Âge ? Elles offraient des amulettes magiques. Alors si vous étiez malade et que vous portiez l'amulette et que vous guérissiez naturellement, c'était grâce à l'amulette. Mais si vous mouriez, il n'y avait plus personne pour se plaindre. Mais en gros, il n'y avait aucun moyen d'établir si l'amulette fonctionnait réellement ou pas. Et beaucoup des vendeurs aujourd'hui, c'est exactement ça qu'ils font. Ils vendent plein de technologies très sophistiquées, intelligence artificielle partout,
Mais finalement, les acheteurs, ils ont très peu de moyens d'établir avec confiance, avec robustesse et fiabilité, si ces technologies, elles les protègent objectivement. On a un gros problème d'asymétrie de l'information. Et le dernier problème, et je pense que Emlyn Manson va en parler un petit peu plus tard, c'est les fausses croyances de nombreux consommateurs de produits de cybersécurité, et particulièrement les PME, mais qui croient qu'ils ne seront pas visés parce qu'ils sont trop petits, qu'ils ne seront pas touchés parce que leurs outils de production sont dans le cloud. Tout un tas de fausses croyances, de biais cognitifs qui les empêchent parfois de prendre ces décisions difficiles, d'investir l'argent qu'ils le devraient dans la cybersécurité. Alors le résultat, c'est que nos CISO, nos directeurs de sécurité de l'information, sont confrontés à une situation insoluble ou quasiment impossible à résoudre s'ils proposent de la cybersécurité. Et par contre, une des solutions qui peut s'offrir à eux, c'est la cyber-résilience. Donc la cyber-résilience, c'est quoi? Il y a plein de définitions qu'on va retrouver dans la littérature ou dans les rapports des consultants, mais en gros, c'est un ensemble de capacités qui va au-delà de la simple promesse de protection et qui tient compte des capacités de minimiser l'impact sur l'organisation en cas d'attaque qui aura réussi. Et Steve nous l'a dit, ce n'est pas une question de si elles vont réussir, c'est quand elles vont réussir. Donc ces capacités de minimiser l'impact, de maintenir les fonctions essentielles de l'organisation, de revenir à un état de production ou un état opérationnel qui est souhaitable, optimal, et surtout, et c'est souvent un facteur qui est négligé, c'est d'apprendre pour s'adapter, pour éviter que ce nouveau paysage des risques reproduisent ou permettent de refaire naître le même type d'attaque contre l'organisation avec les mêmes effets. Alors, la cyber-résilience, c'est très à la mode. Ça, c'est un graphique que j'ai tiré de Google Ngram. Ça, c'est l'utilisation du terme cyber-résilience dans tous les documents écrits en anglais depuis 1960. J'ai arrêté à 2000, mais on peut remonter à 1960. Évidemment, personne n'en parlait. Mais vous pouvez voir que depuis 6 ans, c'est le flavor of the day. C'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde met un petit peu de la résilience à la sauce cybersécurité. Et on voit ça dans des rapports produits par des entreprises de consultants. Donc c'est devenu un outil de marketing, la cyber-résilience, un outil de différenciation. Et à juste titre, le problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'ambiguïté. On nous présente souvent dans ces rapports-là la cyber-résilience, mais on a de la difficulté à comprendre en quoi c'est différent finalement de la cybersécurité. Mais c'est aussi intégré de plus en plus dans les normes et les standards internationaux en cybersécurité. Alors ISO et le NIST intègrent de plus en plus de critères et de mesures ou de contrôles qui sont propices à la cyber-résilience. Il y a aussi des standards très spécialisés, comme ceux de ENISA, ceux du CERT. Et le problème avec ces standards, c'est que très souvent, ils continuent à adopter une approche assez mécaniste, qui sont une liste interminable de contrôles à mettre en œuvre, sans qu'on comprenne vraiment toujours les interdépendances entre certains de ces contrôles et les priorités. Et quand on est une PME, on n'a pas forcément le temps d'appliquer des centaines et des centaines de contrôles, même si tous ces contrôles ont une très grande valeur. Et le dernier élément très intéressant, qu'on observe, une tendance encore plus récente, c'est parmi les autorités régulatrices, on voit l'insertion d'exigences de cyber-résilience, de critères de cyber-résilience, notamment dans le secteur financier, dans le secteur de l'énergie, notamment hydroélectricité, électricité, distribution d'électricité, dans les secteurs des transports. Et là, c'est toute une palette de mesures qui sont préconisées, suggérées ou parfois imposées par les autorités régulatrices, avec, dans les cas extrêmes, des amendes qui ont été imposées aux États-Unis, en Angleterre, et c'était libellé dans la raison pour laquelle on avait imposé des amendes majeures. Vous n'étiez pas suffisamment cyber-résilient et non pas cybersécuritaire. Donc on va encore au-delà, c'est que vous pouviez être attaqué, mais vous ne saviez pas comment répondre et comment gérer ce type d'attaque. Alors, il y a tout un tas de dimensions bien concrètes à la cyber-résilience. Je n'aurai pas le temps de toutes les passer en revue, mais je comprends qu'on va transmettre les diapositives à tous les participants, donc vous pourrez les recenser au calme chez vous, tranquillement, y réfléchir. Certaines de ces mesures, on les retrouvait déjà en cybersécurité, d'autres sont vraiment propres à la cyber-résilience, et c'est vraiment la mise en œuvre de cette douzaine de mesures. Et ça, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire une synthèse de toutes celles qu'on retrouve dans tous ces rapports d'entreprises, de consultants spécialisés, dans les normes et les standards, et
dans les directives des autorités réglementaires. Le problème avec la mode, comme la cyber-résilience est en train de le devenir, c'est que parfois, la mode, elle est tellement en avance qu'elle oublie un petit peu qui sont les gens qui vont devoir porter les vêtements qu'on exhibe sur les défilés de haute couture. Et très souvent, dans les rapports qu'on lit sur la cyber-résilience, on est un petit peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a plein de choses très sophistiquées qu'on nous propose, mais est-ce que c'est vraiment fait pour être utilisé et porté au quotidien ? On peut se poser vraiment la question. Et très souvent, un des points communs qu'il manque dans tous ces rapports, dans ces conceptualisations très avancées, c'est le facteur humain. Je pense que c'est un peu la ligne rouge aujourd'hui dont tout le monde parle, que ce soit du côté du recrutement, de la main-d'œuvre, du côté des usagers, c'est le facteur humain. Qu'est-ce qu'on fait avec le facteur humain ? Et donc la cyber-résilience, c'est aussi une réflexion sur comment adapter le facteur humain. Et pour moi, l'analogie que j'aime très souvent utiliser par rapport à ça, c'est une analogie musicale. Pour moi, la cybersécurité, telle qu'on en fait la promotion, telle qu'on la développe à l'heure actuelle, c'est un peu un orchestre philharmonique. C'est-à-dire on a un chef d'orchestre avec plein de musiciens très spécialisés, mais qui ont chacun leur partition. Alors si vous voulez, les musiciens, ce sont les vendeurs. Chacun a une technologie bien spécifique et chacun va jouer un rôle bien déterminé et va produire une belle musique très majestueuse qu'on espère qui va produire un émoi parmi le public. Le problème, c'est que cet orchestre-là ne peut jouer que la partition qui a été écrite pour lui. Alors, je pense, moi, que la réalité de la cybersécurité et de la cyber-résilience devrait être celle du jazz. Dans le jazz, les musiciens doivent tout autant s'entraîner que les musiciens d'orchestre philharmonique, mais contrairement aux musiciens de ces orchestres-là, ils doivent aussi, c'est la règle numéro 1, savoir improviser. Donc ils jouent avec des structures minimales, prédéterminées à l'avance, mais ils improvisent des morceaux de musique en communiquant de façon très efficace avec les autres membres de leur ensemble et en s'inspirant aussi de l'atmosphère qui règne dans la salle. Et pour moi, des opérateurs efficients et efficaces en cyber-résilience devraient être comme des musiciens de jazz, c'est-à-dire avec une très bonne base musicale, mais aussi ce confort, cette aptitude à improviser, parce que chaque concert va être différent du précédent. Donc je pense que c'est ça aussi la cyber-résilience. Alors ça c'est une métaphore, on ne va pas aller dans les PME et leur dire la cybersécurité c'est jouer du jazz. Je pense qu'on va tous perdre nos emplois si on essaye de les convaincre de commencer à jouer du jazz, mais il y a évidemment des mesures beaucoup plus concrètes qui incarnent cette cyber-résilience dans la dimension humaine. Alors j'en ai listé quelques-unes ici, c'est quoi ? C'est sélectionner et former du personnel en fonction des aptitudes qui vont être recherchés dans la cyber-résilience. Et je suis conscient qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on recherche là, c'est vraiment le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire des gens qui sont créatifs, des gens qui sont curieux, des gens qui sont flexibles, des gens qui ont une très forte tolérance au stress, et en plus de ça, des gens qui savent communiquer et des gens qui savent écouter. Bon, il va falloir les payer certainement très cher pour les recruter. Et en plus, ce sont des gens qui, étant donné qu'ils disposent de toutes ces compétences-là, ils vont se lasser très rapidement si vous leur faites faire des choses routinières. Alors, les entreprises que moi, j'ai visitées, avec lesquelles j'ai conduit des entrevues, développaient au sein de leur main-d'œuvre qui détenaient les clés de la cyber-résilience des programmes anti-lassitude, donc des formations croisées, des rotations dans les affectations de poste après 1 an ou 2 ans, juste pour que ces gens-là, ils ne s'ennuient jamais parce qu'ils sont très créatifs et donc ils ont une très forte propension aussi à épuiser un petit peu l'intérêt qu'ils ont pour certaines fonctions ou pour certains rôles. Évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas un talent inné. C'est des choses qui se développent, donc il faut développer des activités de simulation, des exercices qui sont très réalistes. Et ça, c'est le problème des exercices actuels, c'est que très souvent, ils sont réservés à un petit groupe, en général le CA, et ils ne sont pas très réalistes parce que ce sont des exercices sur table pour des raisons, des contraintes de temps, des contraintes d'argent, qui peuvent être un bon premier pas, mais qui ne vont pas nécessairement développer des capacités à l'échelle de toute l'organisation de cyber-résilience. Il faut avoir des plans de crise, et encore beaucoup d'organisations, et particulièrement des PME qui n'ont pas de playbook ou de plan de crise, mais ce que j'ai appris en interviewant
les spécialistes de la cyber-résilience, ce qui est encore plus important, ce n'est pas d'en avoir un, mais c'est de savoir comment en dévier et comment l'abandonner et comment dire « Ok, le plan de crise ne me sert plus, je dois maintenant improviser, je dois jouer une nouvelle partition ». Et ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose pour lequel on entraîne les gens, pour lequel on les forme. Et d'ailleurs, les forces armées sont très fortes pour ça, avec leurs forces spéciales, pour justement créer ce type d'entraînement qui suscite et qui fait naître cette capacité de gérer la crise et d'improviser. 2 derniers éléments, les réseaux, mais pas les réseaux techniques, les réseaux sociaux. C'est cette capacité à développer des réseaux sociaux basés sur la confiance à l'interne et à l'externe qui vont faire en sorte qu'en cas de crise, vous n'avez pas besoin de vous engluer dans la bureaucratie pour accéder à des ressources supplémentaires dont vous avez besoin pour résoudre un problème. Mais ces réseaux sociaux-là, il ne faut pas les développer au milieu de la crise. Il faut que vous ayez passé des mois, voire des années, pour avoir cultivé ces réseaux de partenaires. Et c'est très important, ce n'est pas uniquement à l'externe, c'est aussi à l'interne, à travers les différentes fonctions, à travers les lignes d'affaires. Donc moi, des entreprises que j'ai observées avaient des programmes d'ambassadeurs en cybersécurité qui dispatchaient dans toutes leurs unités des gens qui cultivaient la confiance des lignes d'affaires et qui, quand ils demandaient des choses qui pouvaient sembler excessives en temps normal, étaient écoutés et entendus parce qu'on comprenait que c'était vital de débrancher, par exemple, certains serveurs ou certains services, même si la production devait s'interrompre. Et dernier élément, c'est celui qui est très important de l'apprentissage et de l'adaptation, c'est la création d'un environnement d'apprentissage sans faute. Parce qu'on va l'entendre très souvent, les erreurs humaines sont très souvent à l'origine d'un grand nombre d'incidents. Mais si vous donnez l'impression à vos employés que vous allez punir l'individu qui est à la base de l'erreur humaine, le résultat qu'on va obtenir, c'est que les gens vont dissimuler ces erreurs humaines et les gens ne vont pas partager quand la crise va être résolue l'erreur qui a été commise, pourquoi ils l'ont commise, qu'est-ce qu'ils ont fait parfois qui n'était pas autorisé, qui a permis de résoudre la crise. Donc il faut réellement créer un environnement dans lequel ces apprentissages-là peuvent se faire sans que les gens aient peur d'être pénalisés et peur d'être sanctionnés. Et donc il y a toute une culture de l'apprentissage qui doit se mettre en œuvre pour sécuriser justement les employés, pour qu'ils soient libres de partager ces leçons et que l'organisation puisse apprendre de ces situations de crise. Alors évidemment, ça a l'air très beau, c'est sur le papier, mais il y a beaucoup de résistance à l'interne qui s'exerce parce que les organisations contemporaines, ce qu'elles adorent faire, c'est optimiser. C'est maximiser la rentabilité. Et la résilience, c'est exactement l'inverse. C'est créer du slack, créer de la ressource inutilisée sur laquelle on va pouvoir tirer en cas de crise, qui va être disponible à tout moment, mais qui ne crée pas de rentabilité immédiate. Donc c'est la stratégie bretelle et ceinture. Ce n'est pas bretelle ou ceinture, c'est bretelle et ceinture. Mais vous devez payer les deux quand vous allez au magasin. Et évidemment, les organisations sont très très réticentes à ça. Ceci dit, et je vais terminer là-dessus, je pense que la crise de la Covid-19, les tensions actuelles sur la chaîne d'approvisionnement sont en train de nous montrer qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices à tirer de la résilience en général et de la cyber-résilience pour le public qui nous écoute aujourd'hui, parce qu'on a compris que le juste à temps, c'était très bien au XXIe siècle, mais le juste en cas, c'est encore mieux en cas de crise mondialisée auquel on va devoir faire face. Alors, il y a des organisations, on a parlé d'Equifax, qui avait été probablement très négligente dans les responsabilités qui ont mené à la crise de la brèche de données majeure. Mais si vous regardez Equifax aujourd'hui, c'est une organisation qui a su pivoter et qui a su exploiter cette crise pour se réinventer sur le plan de la cybersécurité et pour mettre en œuvre des pratiques exemplaires. Donc il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre d'une bonne crise. Il y a plein de banques aux États-Unis aussi qui ont été victimes de brèches de données majeures qui se sont réinventées et qui aujourd'hui sont considérées comme des leaders en cybersécurité et en cyber-résilience. Et donc j'aimerais terminer sur cette note plutôt positive. Et si vous voulez poursuivre la conversation, je sais qu'on a quelques minutes pour des questions, mais si vous voulez poursuivre la conversation, je serai très heureux d'accueillir vos questions par courriel à l'adresse ici, mais on aura quand même l'occasion de commencer avec certaines des questions. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci à vous. Mais avant d'aller aux questions, merci. Merci, oui. Merci.
J'allais dire, Dominique, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je peux y aller avec la mienne? Je pense que tu peux essayer. Oui? Chaud, je vais essayer. Merci. Essaye-toi. J'apprécie ton support. Non, moi, je veux juste, parce que vous avez fait ça dans une vitesse éclair, d'habitude, je sais que vous prenez votre temps, mais là, moi, je voulais revenir parce que vous avez esquivé, vous nous avez titillé avec votre diapositive qui parlait des 12 dimensions de la cyber-résilience, et j'aimerais ça qu'on y revienne à ça. J'aimerais ça qu'on repasse, on peut prendre 3-4 minutes là, pour passer à travers, parce qu'il y avait beaucoup de matériel. Je ne sais pas si tout le monde aura l'occasion de voir ce que vous avez partagé, mais au moins de passer à travers les 5 que vous trouvez les plus importantes. Là, je sais, là, c'est le choix de Sophie, mais d'en prendre 5 là-dedans et de nous les présenter. Alors, d'abord, ces 12 dimensions-là, elles sont rangées par ordre de fréquence d'apparition dans les rapports, dans les normes et standards et dans les réglementations. Donc, numéro 1, responsabilité partagée, c'est cette idée qu'on doit décloisonner et sortir de la seule responsabilité des services TI ou de la cybersécurité et vraiment en faire un projet d'entreprise. Et très souvent, vous aurez beaucoup plus de facilité à le vendre si vous parlez de résilience opérationnelle plutôt que de cyber-résilience. Parce que la résilience opérationnelle, ça parle à tout le monde. Ça établit une connexion directe avec la mission principale de l'organisation qui est de générer des revenus, de produire des biens ou des services et de ne pas être interrompu dans ce processus-là. Évidemment, ensuite, vous avez et je ne vais pas tous les passer en revue, rassurez-vous, là, mais vous avez les fonctions qui sont habituelles en cybersécurité, détection, réponse aux incidents, prévention, un peu moins cartographie des risques. Et vous avez d'autres fonctions qui sont un petit peu plus marginales en cybersécurité, mais sur lesquelles on doit vraiment porter attention en cyberrésilience. Donc, c'est la récupération. Comment on se relève rapidement, en vitesse. Si vous vous relevez, ça prend 6 mois, votre entreprise aura déjà fait faillite et aura mis la clé sous la porte avant que vous puissiez rétablir tous vos systèmes. Donc c'est de réfléchir, et ça, on n'a pas besoin d'avoir des simulations très très complexes, on peut s'asseoir autour d'une feuille de papier et de crayon et réfléchir ensemble, ok, mais en cas ou si Steve Waterhouse vient chez nous et vient débrancher le fournisseur d'accès à Internet, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les alternatives qui vont être mises en place? Un exemple, Maersk, qui est l'entreprise de transport maritime responsable du 5e du transport de containers au niveau mondial. Quand ils ont été frappés par WannaCry, ils ont maintenu le trafic mondial, 20% du trafic mondial de containers, en utilisant les comptes WhatsApp de leurs employés, des feuilles Excel et les téléphones cellulaires de leurs employés. Donc on a fait fonctionner, on a fait rouler 20% de la chaîne d'approvisionnement en containers mondial avec WhatsApp, des feuilles Excel et des comptes de téléphone cellulaire. Okay, donc, voilà. Mais cette réflexion-là doit être menée bien en amont, bien en avance, et on doit y consacrer du temps. Et c'est ça qui ensuite va alimenter, et c'est les 2 derniers éléments, je pense, très importants, c'est les simulations et les scénarios de crise. Les scénarios de crise, en s'inspirant de ce qui se passe maintenant, et pas de ce qu'il est facile de cocher toutes les cases pour réussir le scénario. Donc quand on fait un scénario, c'est ça la tentation, c'est de faire un scénario dans lequel tout le monde paraisse bien et tout le monde puisse faire la démonstration de sa capacité à réussir l'épreuve. Mais un vrai scénario de crise, c'est pas ça. C'est de faire un scénario dans lequel on va mettre en lumière justement les tensions, les difficultés pour essayer d'ensuite planifier comment on va y répondre. Et des simulations aussi qui sont aussi réalistes que possible. Et j'insiste sur réaliste. Ça ne veut pas dire tout ce qui est possible doit être fait. Et souvent, c'est ce que font les pentesters. Et j'ai rien contre les pentesters en général. Mais les pentesters, souvent, ils essayent de mettre en place tout un tas d'attaques possibles et imaginables pour montrer à quel point il est facile de rentrer dans l'organisation, en perdant de vue que parfois, très souvent, les vrais attaquants, eux, ils ne vont pas se casser la tête avec tout un tas de choses très sophistiquées. Ils utilisent 2 ou 3 techniques en priorité. Et ce que je veux juste dire à travers ça, c'est que focalisons-nous sur ces 2 ou 3 techniques que tout le monde connaît, qui sont très répandues et pour lesquelles on a déjà des solutions. Donc soyons aussi pragmatiques. Ça va aider tout le monde. Et donc, le 4e point, vous parlez de 12 dimensions, mais le 14e point, ce serait de garder en tête si Steve Waterhouse vient de débrancher. Exactement, ça, exactement. Que fait-on si Steve Waterhouse apparaît Qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie les médias.
Oui, ça serait un bon coup. Ça. Dominique, il y a des questions? Il y a beaucoup de réactions dans le chat, là, puis j'ai pas toutes les informations, mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On n'a pas forcément évoqué l'évolution de la menace, l'intelligence artificielle, encore une fois, le fameux Terminator qui peut arriver, le quantique, le quantum. Est-ce que ça va révolutionner la Terre? Est-ce qu'on va complètement être perdu à un moment donné? Est-ce qu'on va être complètement dépassé? Moi, j'entends quand même cyber-résilience. OK, ça peut arriver. Soyons des bons joueurs pour pouvoir avancer. Je me dis, est-ce que tu nous as donné un air positif? J'aimerais encore en avoir un peu plus sur le futur et l'air positif que tu pourrais nous apporter. Peut-être une note positive, c'est que la résilience et la cyber-résilience, elle est déjà là. Et c'est un peu ce qu'on a appris quand les psychologues se sont intéressés à la résilience individuelle. C'est quelque chose qui finalement est très répandu dans la population. Et la résilience et la cyber-résilience, elle est déjà là. Si on pense à la crise de la Covid-19, la seule chose qui a été résiliente, c'est l'Internet. Ce sont les TI. Tout le reste est tombé. Imaginez comment on aurait fait pour travailler à distance si les réseaux et si Internet étaient tombés, comme le système de santé s'est plus ou moins crashé, comme la chaîne d'approvisionnement en équipement de protection s'est complètement crashée. Donc la note positive, c'est celle-là, elle est déjà là, elle est déjà autour de nous, on y baigne déjà. Internet et toutes les technologies TI ont été conçues avec un souci de redondance, avec un souci de résister à des chocs et à des stress majeurs. La question maintenant, c'est, nous, est-ce qu'on est capable de penser la façon dont on va pouvoir migrer et transitionner vers ces nouveaux risques que tu as dit, qui pointent à l'horizon, l'intelligence artificielle, le quantique, mais ces risques qui sont aussi des atouts. Oui. C'est-à-dire le quantique va mieux protéger aussi, va rendre inviolables certaines de nos processus de chiffrement, en même temps qu'il va permettre de décrypter tout ce qui a été chiffré dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil, elle a aussi bien des applications offensives que des applications défensives. Donc la nécessité, c'est déjà nous avons bien des éléments de la résilience et de la cyber-résilience. Maintenant, c'est de la penser d'une façon coordonnée, structurée et articulée, plutôt que de croiser les doigts et serrer les fesses en espérant que tout va bien aller. Merci. Il faut un peu de positif. Effectivement, ça en vient. Merci beaucoup. Il y a des réactions dans notre public. J'aime ça. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Encore 2 minutes. Encore une petite 2 minutes. Est-ce qu'il te reste une question pour toi, Bruno? Ouais. De ton point? Non, moi, j'étais curieux parce que je voyais M. Yves Paquette opiner du bonnet de temps en temps quand on parlait de cyber-résilience. Je me demandais si concrètement, parce que je vais utiliser la prémisse que vous avez faite, vous êtes universitaire, vous êtes chercheur, mais concrètement, vous le voyez, vous, au quotidien, avec votre clientèle. Est-ce que vous voyez certaines organisations prendre la cybersécurité avec cette approche de cyber-résilience? Mais je pense que, on a parlé d'un exemple qui s'est passé, par exemple, ce qui s'est passé avec le COVID, où du jour au lendemain, l'ensemble, la totalité des entreprises sont ramassées en télétravail. Pour moi, ça a été un bel exemple de résilience aussi, là. Autre chose que les gens, on a vu une tendance qui s'était passée un peu avant la pandémie aussi, c'est l'aspect de remettre en question un peu la résilience face au fait que la chaîne de production qui se fait à l'extérieur, dans des pays émergents, quoi que ce soit, où ça devient des maillons faibles au niveau de la cybersécurité, parce que les règles sont différentes, parce qu'on n'a pas la même qualité de personnel dans chacun des pays où on travaille. Donc, on a commencé à avoir un mouvement où il y a certaines entreprises qui rapatrient un peu la production localement. Moi, je me disais, est-ce que l'avenue maintenant de resserrement un peu, par exemple, de l'aspect des lois qui sont vraiment... à chaque pays a ses propres lois. Est-ce qu'il va y avoir des tangentes qui vont ressortir qui vont affecter effectivement la façon qu'on va construire la cyber-résilience? J'espère, parce que moi, dans les entrevues que je fais des entrevues avec des institutions financières sur ce sujet-là, en Hollande, au Royaume-Uni, en France, au Canada, aux États-Unis. Et ça, c'est le problème majeur, et ce qui doit être le même pour toutes les entreprises qui opèrent à une échelle à travers plusieurs pays. C'est que les lois sur la cybersécurité et la cyber-résilience, comme vous le dites, qui se resserrent, sont très différentes d'un pays à un autre. Et ces entreprises-là doivent maintenir une connaissance de ces lois dans des dizaines de juridictions différentes. Et je pense que ça, c'est aussi une réflexion. Et Vanessa Henry,
qui a une expertise juridique qui parlera cet après-midi, pourra peut-être mieux vous renseigner, mais une réflexion sur est-ce qu'on peut harmoniser les réglementations internationales en termes de cybersécurité et de cyber-résilience. Le RGPD en Europe, qui s'applique maintenant finalement au monde entier, a contribué à faire ça. On aura peut-être besoin également d'un RGPD cyber-résilience à l'échelle mondiale, prise par un pays dont le marché est tellement énorme que toutes les entreprises qui opèrent à l'échelle internationale vont devoir s'approprier un petit peu cette loi-là. Mais c'est vrai que c'est toutes ces différences à travers tous les pays, où chaque pays veut sa propre loi, créent beaucoup de stress inutile pour des opérateurs qui doivent essayer de produire concrètement de la cyber-résilience. Benoît Dupont, avant de vous laisser aller, petite carte de la part de Dominique. J'ai une petite carte pour toi, mon cher Benoît. Merci Dominique. Une carte jazzman, parce qu'on a bien cette image en tête de pouvoir faire de la cyber-résilience avec du jazz. J'aime l'image et puis je pense qu'elle va pouvoir résonner chez certains de nos auditeurs. Ton humilité cache un savoir quantique. Alors, quantique, on mettra tous les mots assez... Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Complexe, en tout cas, pour l'élève pertinent que je suis, parce que je ne suis pas forcément un très bon élève, mais du coup, voilà. Merci pour ta présence rafraîchissante et tes réflexions pour prendre la juste mesure de la réalité. Une source d'inspiration et d'improvisation, évidemment, sur un air de jazz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour cette carte.